Salutations, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un petit peu différente de ce que je vous propose d'habitude sur la chaîne. Ça va d'ailleurs peut-être être la première d'une série. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous intéresse, puisque ça va être une vidéo conseil. Et plus précisément dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes conseils, tous mes trucs et astuces pour lire des essais que j'entendrai dans cette vidéo en tant que synonyme de non-fiction. Donc tout ce qui n'est pas de la fiction, ce qui va de l'autobiographie, mémoire, à l'article ou au texte universitaire, en passant par une thèse ou encore un pamphlet. Sinon, avant de commencer et de vous donner mes conseils, je voulais faire trois petites précisions. La première est une précision d'ordre purement esthétique et pratique. Je vais avoir tendance dans cette vidéo à regarder vers le bas puisque je l'ai scripté. C'est quelque chose que je ne fais jamais d'habitude, mais là pour le coup je pense que c'était important d'avoir un propos qui soit un minimum organisé pour que ça soit le plus clair pour vous. La deuxième précision que je voulais faire, c'est que dans cette vidéo je vais partir du principe que vous avez déjà soit un texte précis en tête que vous voulez découvrir. Typiquement, j'ai envie de lire les origines du totalitarisme de Hannah Arendt, au hasard, vraiment parfaitement au hasard. Ou alors à minima que vous avez un auteur ou une autrice cible. Pour reprendre mon exemple, je ne sais pas quel texte de Arendt je veux découvrir, mais ce que je sais c'est que je veux découvrir Hannah Arendt. Pour le dire autrement, dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des conseils pour établir une bibliographie, pour, à partir d'un thème, arriver à trouver des textes qui vous permettent de débuter dans ce thème. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, parce qu'il y a aussi quelques trucs et astuces pour ce qui est de la constitution d'une bibliographie. Enfin, dernière précision, la liste de conseils que je vais vous donner est purement personnelle et le fruit d'une expérience qui n'est que la mienne, c'est-à-dire que pour cette vidéo, j'ai vraiment essayé de rassembler, de rationaliser, de formaliser tout un tas de choses que je fais depuis quelques années maintenant à l'université et également dans mes lectures personnelles pour essayer de vous donner une liste de conseils, de trucs et astuces, mais il faut vraiment la prendre comme une liste qui déjà malheureusement n'est pas suffisante puisque je n'ai pas la recette magique qui permettra de rendre les textes de Heidegger limpides et faciles à lire. Pareil pour Hegel, j'aimerais bien mais ça n'est pas le cas. Et même dans l'absolu, la liste de conseils que je vais vous donner n'est même pas nécessaire au sens où moi c'est des choses que je mets en place, c'est des choses que j'utilise, c'est des choses qui m'aident, mais si vous avez d'autres techniques, si vous avez une autre façon d'appréhender aussi la lecture de non-fiction et qu'elle vous convient et qu'elle vous permet de ne pas faire de contresens pendant que vous lisez et de comprendre ce que vous lisez tout simplement, alors il faut surtout pas prendre cette vidéo comme une forme de culpabilisation qui vous dirait non mais si tu ne fais pas tout ça c'est que tu n'es pas un bon lecteur ou une bonne lectrice d'essais de non-fiction. Voilà, une fois que tout cela est dit, cette introduction est du coup un peu longue mais je pense que c'était nécessaire, on va passer sur les conseils à proprement parler. Donc j'ai décidé de diviser cette vidéo en deux parties. Il y a une partie qui sera mes conseils avant la lecture, donc comment préparer la lecture de l'essai que vous avez envie de découvrir, et une autre partie qui sera pendant la lecture. Pour ce qui est d'avant la lecture, c'est ce par quoi nous allons commencer bien évidemment, puisqu'on va suivre une progression chronologique pour que ça soit un minimum ordonné et logique. J'ai décidé de la diviser en deux grandes catégories. La première, ça va être de déterminer la difficulté à travers deux choses, la difficulté en tant que telle, mais également le but en fait de votre lecture. Et une fois que ça sera fait, je vais vous donner quelques conseils en matière de lecture secondaire, puisqu'en fait c'est le grand moyen, si ce n'est le seul moyen de préparer une lecture, c'est d'avoir recours à ce qu'on appelle les sources secondaires, et on reviendra ensemble sur qu'est-ce qu'une source secondaire, comment travailler avec une source secondaire et comment trouver aussi des sources secondaires, c'est mieux. Mais donc avant d'arriver sur les sources secondaires, je pense que ce qui est important quand on veut entamer la lecture d'un essai, d'un texte de non-fiction, c'est d'arriver à comprendre et établir deux choses. La première, c'est la difficulté de ce que vous allez lire. La seconde, c'est le but dans lequel vous allez le lire, puisque à mon sens, le degré de préparation nécessaire à la lecture d'un texte, c'est l'addition entre un niveau de difficulté et un objectif de lecture. Donc pour ce qui est de déterminer la difficulté, il faut déjà voir qu'il y a à mon sens trois types de difficultés. La première, ça va être la difficulté d'un auteur ou d'une autrice de manière générale. Typiquement Hegel, c'est un auteur en philosophie, je vais prendre beaucoup d'exemples de philosophie dans cette vidéo, je suis désolée pour les gens qui ne font pas de philosophie, mais c'est ce que je connais le mieux, donc on va partir sur de la philosophie et partez du principe que généralement la plupart de ces conseils peuvent être étendus à toutes les disciplines. Donc je disais que Hegel, c'est un auteur qui est difficile
difficile, typiquement, mais vous avez également, en plus de cette difficulté d'un auteur ou d'une autrice dans l'absolu, une difficulté par rapport à vous, c'est-à-dire qu'on peut aussi tomber sur des auteurs, moi je pense à Carl Schmitt dans mon cas, qui sont pas forcément des auteurs extrêmement difficiles, c'est pas des auteurs faciles, mais c'est pas des auteurs non plus réputés illisibles type Hegel ou Heidegger, mais qui, compte tenu de leur manière de formaliser les choses et juste de penser, ne sont pas compatibles avec votre propre manière de penser, et donc ça rend leur lecture très difficile. Et enfin, il y a une dernière forme de difficulté, c'est un texte particulier d'un auteur ou d'une autrice. Ce que je veux dire, c'est que au sein d'une bibliographie, vous pouvez aussi avoir des inégalités dans la difficulté. Alors, c'est rare, c'est assez marginal, et la différence elle-même est marginale, c'est-à-dire que ça va être un peu plus difficile ou un peu plus facile. C'est rare que un texte écrit telle année soit hyper simple à lire et un texte écrit 10 ans plus tard soit impossible à lire, mais quand même il y a des auteurs où c'est visible. Je pense à Lévinas, où vous pouvez avoir des textes. Alors Lévinas de base est un auteur compliqué, parce que Lévinas est un phénoménologue, donc déjà de base on part pas gagnant pour ce qui est de la facilité avec laquelle tu vas lire le texte, mais pour ce qui est de Lévinas, il y a vraiment des textes qui sont par exemple quasiment impossible à lire sans s'être énormément renseigné, alors que d'autres sont extrêmement durs à lire sans s'être vraiment renseigné, mais vous voyez, un peu moins difficile. Donc là c'est intéressant pour Lévinas, plus au sens de ce serait bête de commencer déjà cet auteur qui est difficile en partant d'un texte qui fait partie des textes les plus durs de son répertoire entre guillemets, donc ça peut être bien de s'y intéresser et de se renseigner avant en fait. Et puis aussi dans ce niveau de difficulté je vise deux autres choses, pourquoi j'ai fait 3 alors que c'est 2, je ne sais pas, deux autres choses qui sont la longueur d'un texte. Il est évident que alors même si là encore c'est quelque chose de marginal, c'est-à-dire que Hegel a écrit des textes très courts qui sont illisibles, parce que le style de Hegel en lui-même est extrêmement difficile. Mais c'est évident que si vous voulez commencer avec un auteur ou avec une autrice, ça peut être intéressant de se tourner d'abord en priorité vers des textes assez courts, d'une centaine de pages ou de moins d'une centaine de pages. Pour reprendre le cas de Lévinas, moi le premier texte que j'ai lu de lui, c'était quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme, qui est un texte qui est paru dans une revue, qui fait 30 ou 40 pages et qui pour le coup se lit assez bien. Donc la taille du livre peut être un critère intéressant pour se dire j'ai déterminé le degré de difficulté d'un auteur ou d'une autrice en général, également par rapport à moi, et au sein de sa bibliographie, je vais peut-être plutôt me tourner vers ce texte-là parce qu'il est plus court. Un autre critère qui peut aussi jouer sur la difficulté, même si là encore c'est marginal, c'est votre degré de connaissance aussi de ce dont il est en train de parler. C'est-à-dire que, je reprends le cas de la philosophie, il y a des thématiques en philosophie. Il y a de la philosophie morale, il y a de la philosophie politique, il y a de la métaphysique, et vous pouvez, en fonction de votre parcours personnel, professionnel, de vos études, de ce que vous avez lu aussi déjà, être plus familier et familière avec certaines thématiques et nettement moins familier et familière avec d'autres. Typiquement, moi, je sais que, ayant fait des études de droit, j'ai plus de connaissances de base sur des thématiques juridiques, et donc c'est évident que normalement, même si là encore, c'est pas une règle et il peut y avoir des exceptions, mais si un auteur ou une autrice, peu importe sa difficulté dans l'absolu, écrit sur des questions juridiques, j'ai plus de chances de comprendre ce qu'il est en train de dire ou ce qu'elle est en train de dire que si c'est sur de la métaphysique. Et une fois qu'on a établi ces 3 formes de difficulté, la question qu'on se pose, c'est comment on détermine le niveau de difficulté. Et pour ça, j'ai 3 conseils à vous donner, du moins efficace, ou en tout cas qui marche le moins systématiquement, à celui qui marche quasiment à tous les coups. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous renseigner sur des plateformes ou des blogs ou des chaînes YouTube de lecteurs et de lectrices. Pourquoi je l'ai mis en premier et pourquoi je vous dis que ça ne marche pas à tous les coups? Parce que les essais et la non-fiction sont peu représentés sur internet, en tout cas sont nettement moins représentés sur internet que ne le sont les romans et la fiction de manière générale. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir cette ressource, parce que vous pouvez avoir sur Babelio, sur Livre Addict, sur Instagram, vous avez des pages Instagram qui vous parlent d'essais. Moi je parle d'essais sur Instagram, je parle aussi d'essais sur YouTube, et je ne suis pas la seule, en tout cas j'espère, sinon ce serait vraiment très triste. Mais c'est vrai que c'est un contenu qui est quand même nettement moins représenté que d'autres parts en fait de la littérature, donc vous n'allez pas trouver systématiquement. Le deuxième truc et astuce, c'est pas vraiment un truc et astuce au sens où c'est quelque chose qui va se développer naturellement et dans la durée, mais je vous le dis quand même, peut-être aussi pour vous rassurer, c'est que en fait plus on lit,
Déjà, plus c'est facile de lire, on en reparlera quand on traitera de la question de la lecture active et de comment annoter ses livres, etc. Mais également, plus on lit, en fait, plus on développe des connaissances sur ce que l'on lit. Et en fait, il faut avoir en tête que ce qui est difficile, comme souvent, c'est de commencer. Quand on ne connaît rien à la philosophie, c'est très difficile de savoir par quel bout prendre la philosophie. Mais il faut avoir en tête que plus vous allez en lire, plus vous allez développer une forme de culture philosophique qui sera une culture philosophique assez pratique, puisque ça vous permettra de connaître, avant même d'avoir lu en fait ces auteurs-là, parce que vous en aurez entendu parler, parce que vous aurez déjà essayé d'en lire dans des extraits de revues, etc., qu'ils sont ou pas, ou qu'elles sont ou pas d'ailleurs, difficiles. Et ça prend du temps, puisque c'est quelque chose que vous allez développer au fur et à mesure des mois, voire des années, mais qui vous est vraiment d'une très très grande utilité. Quand vous avez fait un peu de philosophie, à l'université ou ailleurs, vous savez que Heidegger est un auteur mégardos, dans lequel il ne faut pas se lancer comme ça. Pareil pour Hegel. C'est des choses, vous les avez pas forcément cherchées, c'est plus qu'au fur et à mesure de ce que vous avez rencontré et de ce que vous avez découvert en philosophie, eh bien vous avez cette information. Et sur ce, on arrive au dernier conseil qui est le plus évident, mais également le plus efficace, parce qu'il marche à chaque fois, en fait, ou presque, c'est de tout simplement lire un extrait du texte que vous voulez découvrir, ou de l'auteur ou de l'autrice que vous voulez découvrir. Vous pouvez, pour ceux qui sont, et celles qui sont libres de droit, ce qui arrive pour une partie de la philosophie, aller voir en PDF gratuitement sur internet. Vous pouvez aller en librairie pour consulter le livre que vous aimeriez lire, acheter. Vous pouvez aussi aller en bibliothèque. En bibliothèque, ce qui est cool, c'est que vous pouvez carrément l'emprunter et le rendre au bout d'une semaine en ayant lu, je vais y arriver, 4 lignes. Mais il faut vraiment faire ça en fait. Avant de se dire je vais lire ce texte, si c'est un auteur ou une autrice que vous ne connaissez pas du tout, c'est vraiment important, je pense, de prendre le livre, de l'ouvrir et de se dire allez, j'essaye de lire 5 pages et je vois ce que ça fait. Si au bout de la page 2, vous n'avez absolument rien compris, à part les déterminants, les points et les majuscules, là, ça sert à rien de se lancer tête baissée là-dedans, vous n'en retirerez, en tout cas à mon sens, rien du tout. Une fois que ça c'est dit, on va passer sur la deuxième chose qu'il faut déterminer. C'est quelque chose qui paraît peut-être moins évident, mais qui pour moi est importante. C'est le but de la lecture. Ce but de lecture, il est important à 2 titres. Déjà parce que pour moi, c'est un élément qu'il faut prendre en compte quand on s'interroge sur est-ce que j'ai besoin de sources secondaires avant de commencer ma lecture, et si oui, dans quelle mesure j'en ai besoin. Et c'est également quelque chose qui vous sera très utile ensuite, pendant la lecture, pour tout ce qui est mise en place d'une lecture active, avoir un rapport plutôt instrumentale, entre guillemets, on y reviendra, à votre lecture. Donc c'est vraiment une étape qui est importante. Donc pour moi, il y a 2 grandes catégories de rapport à de la non-fiction. La première, c'est lire par simple curiosité. Vous avez juste envie de découvrir ce que cette personne a écrit, ou vous avez juste envie de lire ce texte parce qu'il vous donne envie, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. La deuxième catégorie, c'est quand vous avez un objectif précis. Cet objectif précis, c'est important de l'avoir en tête, il peut être lié à une contrainte, une obligation extérieure, ou un objectif plus intérieur. Une contrainte, une obligation extérieure, ça va être un devoir que vous devez rendre d'ici la fin du mois. Bon, là c'est évident que si vous avez une dissertation à faire, si vous allez être noté dessus, ça va quand même jouer sur le degré de compréhension du texte qui vous est exigé. La deuxième forme de objectifs, ça peut être des objectifs qui sont plus intérieurs et qui sont aussi moins contraignants. L'objectif, ça peut être simplement le fait que vous avez envie d'avoir une culture précise sur un domaine. Ça peut être également le fait que vous avez envie d'avoir des arguments, d'étoffer vos arguments, donc d'être vraiment en mesure, quand vous avez un débat, quand vous avez une discussion, de démontrer telle position, et c'est quelque chose d'important pour vous, même s'il n'y a pas forcément de contraintes derrière. Une fois qu'on a mis en lumière ces 2 grandes catégories, ces 2 grandes manières d'appréhender le texte, pour moi, on peut être dans plusieurs catégories, et c'est ces catégories qui vont déterminer la mise en place ou pas, et le degré de mise en place, si mise en place il y a, des sources secondaires. Le premier cas de figure, c'est si vous n'avez pas de but précis et que le texte vous semble abordable. Dans ce cas-là, dans l'absolu, vous pouvez vous lancer comme ça, sans forcément aller voir du côté des sources secondaires. Je fais une parenthèse qui me semble importante quand même, donc je la fais. C'est que moi je pense que c'est toujours utile, à minima, d'écouter un podcast d'une petite heure sur ce que vous voulez lire, surtout si c'est en philosophie, quand bien même vous le faites par simple curiosité, quand bien même le texte vous semble abordable. C'est mon point de vue, mais c'est vrai qu'il faut toujours faire très attention quand même au contresens philosophique. Je pense à des auteurs comme Nietzsche, je pense aussi à des auteurs comme Hannah Arendt, où en fait c'est très désagréable d'avoir des gens qui, justement, parce que
ça paraît abordable parce que ça paraît simple à lire et qu'on se dit bah moi je le lis juste comme ça pour moi, donc j'ai pas besoin de me renseigner avant. En fait, ça peut vite mener à des contresens qui collectivement sont très gênants, puisqu'en fait ça véhicule des contresens comme ça dans la société au sujet de certains textes, de certains concepts philosophiques, et c'est un peu chiant. La deuxième catégorie, c'est si vous avez pas de but précis, par simple curiosité, mais que le texte ne vous semble pas abordable. Là pour le coup, il faut à mon sens vraiment avoir recours à des sources secondaires. Alors, je sais que du coup, c'est ce qui peut faire qu'on ne va pas lire, parce qu'on se dit, bah, si je lis par simple curiosité, je vais pas mettre en place tout un système d'appareils critiques, contextuels, historiques autour, etc. J'ai pas ce temps à passer, et je comprends qu'on n'ait pas tous et toutes ce temps à passer, mais le problème, c'est que si vraiment un texte ne vous semble pas abordable, vous allez passer à côté de 80-90% de ce que vous êtes en train de lire. Donc je pense que vous perdrez paradoxalement plus de temps en ne vous renseignant pas avant qu'en vous renseignant. En non-fiction, ce qui compte, c'est quand même l'idée qu'il y a derrière. Donc si vous n'êtes pas en mesure d'accéder à l'idée qu'il y a derrière, vous passez à côté du texte malheureusement, et ce serait très dommage quand bien même vous lisez par simple curiosité. Et enfin, la dernière catégorie, c'est si vous avez un objectif précis. Si vous avez un objectif précis, je pense que là, pour le coup, c'est indispensable de passer par des sources secondaires, quand bien même le texte vous semble abordable. Pourquoi ? Parce que généralement, quand vous avez un objectif précis, notamment quand cet objectif précis est une contrainte, une obligation extérieure, quelque chose sur lequel vous allez être noté, évalué, vous ne pouvez pas vous permettre de faire un contresens en fait. Et les sources secondaires, c'est le seul, ou en tout cas le meilleur moyen d'éviter les contresens, de donner de la profondeur aussi pendant votre lecture, à votre rapport au texte, d'avoir un rapport plus actif au texte, d'en retirer plus de choses, etc. Donc ça va vraiment vous servir. Et donc, une fois que tout ça est déterminé, on arrive enfin aux trucs et astuces avant lecture, qui sont les sources secondaires. Donc, là, je vais vous donner deux types de choses. Je vais vous dire comment trouver des sources secondaires, c'est quand même pas mal, et je vais également vous expliquer comment utiliser les sources secondaires. Et du coup, pour ce qui est de cette première partie, donc constituer une liste de sources secondaires, on va passer sur mon ordinateur puisque je vais vous donner quelques exemples, et je vous mettrai aussi la liste des sources que moi j'utilise le plus dans la barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver assez facilement. Alors donc là ici normalement vous voyez mon écran, vous voyez d'ailleurs que j'ai très bien préparé cette vidéo, tout est très bien scripté, c'est magnifique, j'en profite pour vous montrer rapidement. Donc on est ici dans cette partie là qui est se constituer une liste de sources secondaires. Je pense que c'est important, avant de parler vraiment de la liste et de mes recommandations de sources, d'expliquer ce qu'est quand même une source secondaire. Une source secondaire, c'est important de le dire, c'est déjà une pluralité de supports. Ça peut être des livres, ça peut être des podcasts, ça peut être des articles, ça peut être des vidéos, etc. Leur point commun, c'est que ce sont des ressources qui vont vous proposer un éclairage, une analyse, soit sur un auteur ou une autrice de manière générale, soit sur le texte en particulier d'un auteur ou d'une autrice, soit éventuellement aussi sur le domaine qui vous intéresse, un domaine qui vous intéresse. Donc c'est une ressource qu'il faut vraiment prendre comme un outil qui va vous aider dans votre lecture. Du coup, une fois que tout ça c'est dit, je vais vous donner mes recommandations. Donc on va partir pour les recommandations du plus évident. On est allé ici sur YouTube. Alors là je vous ai pris une chaîne YouTube au hasard pour vous faire, enfin pas au hasard parce que c'est une chaîne YouTube que j'utilise pour le coup, mais pour faire une illustration. Sur YouTube il y a énormément de ressources. Alors c'est très variable, ça dépend vraiment du sujet malheureusement, mais sur certains sujets vous trouvez énormément de choses. Là par exemple je vous ai sorti la page du Mémorial de la Shoah, qui est donc un musée en France, il y en a un notamment à Paris, qui traite de la Shoah, tout ce qui est génocide, tout ce qui est Seconde Guerre mondiale, et en fait vous voyez là en dessous que vous avez énormément de ressources qui sont des conférences qui ont été faites par des historiens, par des historiennes, par des politologues, par des gens de plein de disciplines sur des domaines. Je sais que moi j'en avais écouté un sur Mein Kampf par exemple qui était extrêmement intéressant. Donc ça typiquement c'est des ressources hyper utiles que vous pouvez avoir et qui sont en accès libre, et qui sont de qualité. Mais au-delà de certaines chaînes comme ça que vous trouvez un peu au hasard, vous pouvez tout simplement, quand vous allez vous lancer dans un texte, taper votre recherche. Par exemple, j'aimerais bien lire Lévinas, j'essaye de taper Lévinas et je vois ce que YouTube me propose. Là, typiquement, on a une conférence. Cette conférence, vous voyez, ça c'est important parce que comment on choisit ses sources secondaires quand on est dans des trucs un peu YouTube, Internet, où on se dit oui, mais comment je sais que c'est fiable ? Généralement, vous avez un nom qui vous est donné. Là, c'est l'université populaire du Pays d'Aix, alors je ne connais pas, mais une simple recherche sur YouTube peut déjà vous dire qu'est-ce que c'est. Est-ce que si par exemple c'est une université
l'université, généralement c'est plutôt bon signe sur la qualité de ce qui est dit, et vous vous dites ok je peux l'écouter, et là par exemple si ce qui vous intéresse c'est le sujet de l'altérité chez Lévinas et la fraternité, eh bien vous pouvez déjà écouter cette conférence qui est en accès libre. Donc tout simplement allez sur YouTube en cherchant dans la barre de recherche, c'est un très bon point de départ. Prenez le temps en fait de faire des recherches, et là encore ça prend 5-10 minutes grâce à Google, vous arrivez assez vite, Google ou un autre moteur de recherche d'ailleurs, vous arrivez assez vite à savoir qui vous produit ce contenu et est-ce que c'est un contenu auquel vous pouvez vous fier. Du coup ça c'est pour le premier. Le deuxième que je vous conseille, toujours très évident, c'est Wikipédia. En fait Wikipédia c'est un super outil si vous savez utiliser Wikipédia. Et comment on sait utiliser Wikipédia, à mon sens? On sait utiliser Wikipédia quand on sait utiliser ce qui s'appelle les notes de bas de page et les références. En fait si déjà, j'ai pris l'article de Hannah Arendt pour vous montrer, chaque chose qui vous est dite normalement sur Wikipédia est censée être sourcée. Donc normalement, si par exemple moi là je veux modifier l'article sur Arendt, que je veux ajouter une théorie, je suis censée la justifier en disant ce que là je suis en train de dire est justifié par telle chose, tel livre, écrit par telle personne à telle date, que la personne qui lit ensuite l'article Wikipédia que j'ai modifié peut retrouver. Donc en fait déjà, si vous voulez utiliser Wikipédia, et c'est une bonne base, franchement, si vous voulez juste avoir quelques informations générales d'ordre biographique, quelques idées un peu de concepts intéressants sur un auteur ou sur une autrice, et que vous savez pas trop vers où vous tournez, ou que vous n'avez pas non plus 50 000 abonnements parce que vous n'êtes pas étudiant et parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est un bon départ franchement Wikipédia, à la condition de, c'est un peu pareil que sur YouTube, où avant de regarder une vidéo, avant de regarder un contenu qui vous est proposé, c'est toujours bien quand même de se renseigner sur qui a fait ce contenu. Et bien là c'est pareil en fait, c'est de vous dire, là par exemple on m'explique ce truc sur Arendt, je vais en note 4, et en note 4 ça me dit que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tel livre, vous voyez, c'est dans la condition de l'homme moderne, donc là je suis en mesure de vérifier. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà comment il faut, de manière très simple, utiliser Wikipédia. L'autre chose que moi je voulais vous montrer sur Wikipédia, c'est 2 catégories qui me semblent très intéressantes pour trouver des références et des sources secondaires. En fait, sur Wikipédia, vous avez en dessous de tout l'exposé qui font type encyclopédie, en fait, une liste de choses. Vous avez des œuvres, donc qui sont les œuvres de l'auteur, et vous avez, ou de l'autrice là en l'occurrence, puisque c'est Arendt, les notes et références également dont je vous parlais tout à l'heure. Première chose à aller regarder d'ailleurs, à aller regarder quand vous voulez utiliser l'article Wikipédia, mais également à aller regarder pour avoir une idée de sources secondaires à consulter. Ce qui est hyper cool, c'est que généralement en fait la personne qui l'a mis vous a déjà aiguillé sur qu'est-ce qui était traité. Par exemple, si ce qui vous intéresse c'est la banalité du mal, vous pouvez aller dans la partie de l'article Wikipédia d'Arendt qui parle de la banalité du mal et aller regarder les références qui ont été mises sur la banalité du mal. Là vous voyez, vous avez quand même une liste. Alors vous avez des références qui sont les textes d'Arendt eux-mêmes, donc là ça vous est pas très utile pour ce qui est des sources secondaires, mais vous avez également des articles, j'en prends là au pif, qui ont été écrits autour de ces questions-là. Et puis également, autre chose qu'il faut absolument, ou qui est très utile à aller regarder si ce que vous cherchez c'est des sources secondaires, c'est la partie bibliographie, où vous allez trouver des biographies qui ont été faites sur l'auteur ou l'autrice, également pourquoi pas des films, après il y a des opéras, ça moi ça m'intéresse moins j'avoue, mais également des études. Et là vous voyez vous avez toute une liste de sources que vous pouvez utiliser. Alors bien sûr c'est pas parfait, c'est également assez inégal selon l'auteur ou l'autrice qui vous intéresse. Là j'ai pris Hannah Arendt qui est quand même quelqu'un de très connu, sur lequel beaucoup de choses ont été écrites, qui est en plus un personnage qui est connu au-delà du monde philosophico-universitaire, etc. Donc bien sûr si vous choisissez quelqu'un de plus obscur, vous aurez une page Wikipédia beaucoup moins fournie et donc beaucoup moins de choses, mais c'est toujours une base qui est intéressante si ce que vous cherchez c'est des sources secondaires. Ensuite, autre ressource que je vous conseille, autre ressource assez connue, assez évidente, c'est France Culture bien évidemment. Donc sur France Culture, pour moi, il y a 2 choses à voir. Il y a certains podcasts qui sont vraiment très bien, qui dépendent des disciplines. Moi, je vais vous montrer les 2 que j'utilise le plus en philosophie. Les chemins de la philosophie, bien évidemment, et aussi Avoir raison avec. Avoir raison avec, c'est plus court, donc c'est pas mal. Et voilà, c'est une demi-heure, alors que les chemins de la philosophie, ça doit être 1 heure, quelque chose comme ça. Et franchement, c'est très 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 bien. Vous avez également pas mal d'autres podcasts qui sont faits en histoire, en sciences. Je les écoute moins ceux-là, honnêtement, donc je ne sais
pas, mais ça c'est une bonne base, c'est très court en plus, hein, c'est 50 minutes ou 30 minutes, donc ça vous prend pas énormément de temps. Également sur France Culture, ça peut être bien, au-delà des podcasts qui existent, qui sont récurrents et que vous savez que vous aimez, vous appréciez et qui répondent aux thématiques qui vous intéressent, ça peut être bien aussi juste de chercher comme ça sur France Culture via le moteur de recherche. Par exemple, on va reprendre le cas de Lévinas. Si je tape Lévinas, alors probablement qu'il y a des émissions dans les chemins de la philosophie qui ont été faites, mais là vous voyez qu'apparemment il y a une émission, Les Grandes Traversées, où c'est mentionné. Donc pourquoi pas aller de ce côté-là. Ici vous avez Carnaccio, ça c'est petit, c'est 5 minutes. Et sinon typiquement voilà, ici vous avez La Fabrique de l'Humain, hommage à Lévinas. Ça c'est un podcast que moi j'écoute pas de manière récurrente, régulière. C'est pas un podcast vers lequel je me tourne spontanément, mais que en cherchant simplement Lévinas, vous pouvez trouver, donc ça peut être pas mal. Voilà pour ce qui est le plus évident. Ensuite je vais vous donner d'autres ressources qui sont aussi pas mal et peut-être moins connues. La première c'est Cairn. Cairn c'est un site génialissime, qui recense des articles, des livres, parfois complets, sur énormément de thématiques. Là, vous avez tous les domaines qui sont concernés. Cairn, si vous êtes à l'université, généralement, vous avez un abonnement, donc c'est super cool parce que vous ne payez pas. Il faut aussi savoir que même si vous n'avez pas d'abonnement, il y a une partie des articles de Cairn qui sont en accès libre, donc c'est toujours intéressant, même si vous n'avez pas d'abonnement et que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas payer un abonnement, de toujours regarder parce que vous pouvez parfois tomber sur un article qui est en accès libre. C'est que des articles qui ont été faits par des universitaires ou des textes qui sont par ailleurs publiés dans des maisons d'édition, etc. Donc les sources sont fiables. Il y a également plein de références. C'est vraiment un site qui est génial, Cairn, que moi j'utilise tout le temps et je pense que la plupart des gens qui étudient à l'université utilisent et même surutilisent Cairn. Autre site un peu dans le même style que Cairn, je l'ai pas mis, j'ai oublié de le ressortir, c'est Percé. Il est moins bien fait sur le plan ergonomique et je trouve qu'il est un peu moins bien fourni que n'est l'est Cairn. Moi j'avoue que je l'utilise très peu, Percé. Mais ça peut être bien ponctuellement d'aller voir. Et pareil que Cairn, il y a pas mal d'articles qui sont aussi en accès libre. Donc même si vous n'avez pas d'abonnement via l'université à Percé, vous pouvez quand même avoir accès à pas mal de ressources que propose ce site. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais tous les sites seront listés en barre d'infos. Hein. Donc si je vais un peu vite et que je suis pas très claire, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos pour avoir la liste des sites en question. Ensuite, autre catégorie que je vous conseille d'aller voir pour tout ce qui est sources secondaires, ce sont ce qui est encyclopédies. Donc les encyclopédies, il y en a qui sont disponibles sur internet, certaines sont gratuites, d'autres sont payantes, mais moi celle que j'utilise et que je vous conseille, c'est alors une ressource en anglais, pour ce qui est de la philosophie, là je vais vraiment vous montrer plutôt de la philosophie, c'est Stanford Encyclopedia of Philosophy, c'est génial comme truc, vraiment, vous avez une diversité qui est énorme, c'est des articles qui sont très fouillés, c'est aussi des articles qui donnent énormément de références, ce qui est vraiment génialissime. Vous avez une liste de textes à lire quand vous avez lu un seul article de la Stanford Encyclopedia, qui c'est assez dingue. Vraiment c'est un site qui est pas mal, si vous l'utilisez pas encore, que vous y avez accès et que vous vous intéressez à la philosophie, vraiment allez voir de ce côté-là, c'est hyper bien. La seconde encyclopédie que je vous conseille, je vais passer très vite parce qu'elle est très connue, c'est l'Encyclopédie Universalis, c'est un peu l'équivalent de la Stanford Encyclopedia, mais c'est en français et c'est plus général aussi puisque c'est pas axé sur la philosophie. Franchement c'est vraiment bien, les articles sont assez courts donc c'est pratique, surtout si vous aimez bien le format écrit mais que vous n'avez pas envie non plus de lire tout un livre de 300 pages sur la banalité du mal de Arendt ou la pensée d'autrui chez Lévinas, que vous voulez vraiment un truc clair, simple, concis qui vous donne juste quelques pistes. C'est pas mal d'aller voir de ce côté-là. Et la dernière, mais c'est plus encore une fois une thématique générale qui est celle des encyclopédies. Vous avez l'encyclopédie de philosophie qui existe, là c'est en français aussi. Vous voyez, vous avez là encore pas mal d'articles. Donc ces trois ressources-là sont vraiment dans le même style un peu des encyclopédies et c'est pas mal pour avoir une bonne base de travail. Et enfin, pour ce qui est des ressources, je voulais également vous conseiller deux collections que moi j'utilise beaucoup, qui sont des collections d'introduction, qui sont vraiment pas mal. Il y en a une qui est éditée par les éditions La Découverte, c'est la collection Repères chez La Découverte. La deuxième c'est la collection Que sais-je au PUF. Que sais-je, c'est aussi hyper connu, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. C'est vraiment pas mal. Il faut quand même avoir en tête que c'est certes présenté comme des introductions, et ce sont des introductions, mais le niveau d'exigence peut être
assez élevés, notamment pour les que sais-je. Il y en a vraiment qui sont très très difficiles, donc si vous y connaissez rien à la discipline, c'est un peu paradoxal parce qu'on se dit d'un côté c'est censé m'introduire à une discipline et en même temps c'est écrit, enfin il y a une densité d'informations qui est forte et parfois certains et certaines qui font les que sais-je prennent pas forcément le temps de vraiment expliquer en fait pour tout le monde, mais c'est des collections qui sont pas mal pour ce qui est des ressources, donc je vous conseille également. Et donc avec ça c'est bon pour tout ce qui est les ressources que je vous conseille. Je vais terminer cette vidéo donc sur mes conseils avant de débuter la lecture des essais par quelques conseils et un petit point sur l'utilisation des sources secondaires qui me paraît très très importante. Donc pour moi il y a deux choses à retenir et à faire quand on utilise des sources secondaires. La première, c'est de trouver un support qui nous convient le mieux. C'est-à-dire que certains vont préférer des articles parce que les articles, c'est court, c'est ciblé. Généralement, vous avez vraiment un article sur la thématique qui vous intéresse. Pour d'autres, ce sera plutôt des livres entiers parce que il y a plus d'informations, parce que le livre, c'est aussi plus facile, en tout cas, moi, je trouve que c'est plus facile à travailler, c'est plus simple d'écrire dessus, c'est plus simple de s'y reporter aussi ensuite. Et puis, enfin, d'autres vont préférer tout ce qui est podcast, vidéo, parce que c'est plus vivant, parce que c'est plus accessible aussi, et parce que également ça crée une diversité. On se dit juste après je vais me taper toutes les origines du totalitarisme, donc j'ai peut-être pas envie de en plus me lire 300 pages pour m'y introduire, et dans ce cas là le podcast ou le support vidéo ça peut être bien en vous permettant de varier les supports. Dans tous les cas il faut toujours avoir en tête que le support est secondaire par rapport à celui ou celle qui le produit en fait. Ce qui est important c'est pas le support, il n'y a pas l'idée que le livre est intrinsèquement meilleur que la vidéo ou que le podcast. La seule chose qui compte c'est de toujours se renseigner, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit quand je vous ai présenté les ressources et les sources secondaires que moi j'utilise et que je vous conseille, c'est de toujours se renseigner sur qui en fait a écrit ce que vous êtes en train de lire, sur qui dit ce que vous êtes en train d'écouter. C'est vraiment ça qui est fondamental, et ensuite vous choisissez le support qui vous plaît le plus, le support qui vous convient le mieux. Et enfin le deuxième, et ce sera le dernier conseil de cette vidéo, je vous conseille toujours d'être actif et active dans votre découverte des sources secondaires. On reviendra dans l'autre vidéo que je vous proposerai sur ce qui est de la lecture des essais, sur comment être actif pendant sa lecture et pourquoi c'est important d'être actif ou active pendant sa lecture d'un essai. Mais c'est un peu pareil pour les sources secondaires, c'est-à-dire que si vous écoutez un podcast par exemple parce que vous préférez le format podcast, c'est important de prendre des notes, d'avoir un papier où vous essayez d'écrire les grandes idées qui vous sont données, parce que sinon vous allez perdre quand même une grande partie de l'information. Et là le but c'est aussi d'être en mesure d'avoir quelques outils pour appréhender aussi, pour appréhender ensuite plutôt la lecture d'un texte. De la même manière, si vous lisez un livre, n'hésitez surtout pas à, quand une référence est mentionnée, à aller la chercher. N'hésitez pas, si le livre d'introduction par exemple aux origines du totalitarisme que vous lisez cite un passage, de souligner ce passage en se disant ah oui alors là on me dit que c'est page je sais pas 230, bon faudra que je fasse attention à la page 230 parce que manifestement là il y a quelque chose d'important. C'est quelques clés que je vous donne dès maintenant, mais je reviendrai avec vous sur comment moi je mets en place une lecture active dans ma lecture d'essais, et ça s'applique aussi aux sources secondaires. Mais c'est vraiment important de faire ça parce que sinon si vous êtes trop passif et trop passive dans votre découverte des sources secondaires, en fait vous allez passer à côté et ce serait dommage parce que vous y passez du temps, vous vous investissez là-dedans, donc autant que ça serve à quelque chose. Et sur ce, cette vidéo touche à sa fin et elle est déjà très très longue, c'est pour ça que je scinde en deux en fait cette vidéo conseil, sinon ça va durer 1h30 et ça sera infernal pour vous comme pour moi. Donc là on s'est surtout concentré sur ce qui était mes conseils avant lecture. Dans la prochaine vidéo je vous donnerai tous mes conseils pendant la lecture. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire. J'espère aussi vous retrouver très vite, bien sûr, pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très très bonnes lectures. Salut!